Et ouais, ça va être le match du week-end. Le monde entier va regarder ce match. Nous allons donc forcément parler le Classico entre le Barça et le Real. Match ultra important pour le titre en Liga. Les deux équipes vont devoir forcément s'imposer puisque va falloir regarder aussi ce que l'Atlético fait, mais résultat important et obligatoire, une victoire obligatoire bien sûr pour cette rencontre. Et pour en parler, bien sûr, j'étais obligé de convoquer mon Blaugrana, Imad. Salut à toi. Salut Quentin, salut à tous. Très heureux d'être là pour parler Classico. Bah oui, j'étais obligé de te convoquer pour ce match-là. Voilà, c'était évident, c'était évident. Et voilà, j'ai aussi comme invité, voilà, forcément, qui dit Sports Content dit aussi Esprit Madridista, qui dit Real Madrid aussi, dit Gilles Christ. Salut à toi, Gilles Christ. Salut à tous, et évidemment, hâte d'y être pour savoir qui va être champion d'Espagne. Et oui, parce que ça va être très important pour la lutte pour le titre de champion de Liga, ce Classico. Ça faisait peut-être très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de suspense dans ce trio avec l'Atlético, et ce match à quelques journées de la fin va être très très important pour la suite. Et avec nous, alors on va avoir un arbitre de luxe aujourd'hui puisqu'on a François de Furia Liga. Salut à toi François. Salut à tous. Bon, on en fait beaucoup sur le Classico. C'est quand même un peu en dessous d'un Valencia Levante, mais bon, voilà. Je comprends que ça puisse un peu intéresser, voilà. Forcément. Il y a une moins grosse hype quand même que sur ce genre de match. T'as raison. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais bon, voilà. Non, mais je sais qu'il faut aussi faire des petits matchs pour, parce que. Voilà. Il faut qu'on parle à toutes les communautés. T'as tout à fait raison. Voilà. Et puis, les petits matchs comme ça de quartier, ça plaît à tout le monde, forcément. Alors, blague à part, donc oui, forcément, ce match est incontournable de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte. Et encore plus ce week-end, puisque ça va être un match, comme on l'a dit, décisif pour la lutte, pour savoir qui va être champion en Espagne et même s'il y a encore de grosses échéances, notamment pour le Real et pour le Barça d'ici la fin de saison, il va falloir être décisif pour cette rencontre. Alors, Imad, premier ressenti sur cette rencontre avant de jouer le Real. Comment est le Barça en ce moment ? On s'était quitté sur une plutôt bonne note, d'ailleurs, avec les Catalans. Comment vous êtes depuis ? Alors moi je vais dire la même chose que ce que j'ai dit avant Sevilla Atlético. C'est très compliqué de parler de forme du moment puisque avant la trêve, le Barça était sur des notes plutôt positives. On commençait à être très bon, même une note positive qui datait depuis la défaite contre le PSG 4-1, où on enchaînait les bonnes performances, le jeu intéressant. Et on va dire ce match depuis la reprise contre Valladolid gagné sur le fil 1-0 qui n'a pas été très très rassurant. Voilà, après, comme je le dis à chaque fois et tous les supporters du Barça et du Real peuvent le dire également, très souvent un Classico c'est vraiment le match à part, c'est-à-dire que la forme du moment ne veut pas dire grand-chose très souvent dans ces Classicos. On a vu des fois où des saisons où le Barça était très en dessous et a réussi à s'imposer des fois avec des gros scores contre le Real Madrid et inversement des matchs où on sentait le Barça favori et le Real Madrid s'est imposé. Donc voilà, la forme du moment du Barça, on a eu quelques notes positives sur quelques individualités ce week-end, surtout du côté des Français. Mais je sens que le Real cette semaine a quand même montré de plus belles choses. Alors, Gilles Christ, est-ce que tu es plutôt d'accord du coup avec Imad pour dire que dans ce genre de match, peu importe la forme du moment, ça peut jouer vraiment sur des détails, ce genre de rencontre ? C'est toujours l'affiche qui veut ça, donc c'est vrai que c'est un match où la lumière est mise sur ces deux clubs, le match est vu dans le monde entier, mais surtout quand on parle de forme du moment, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on est dans une configuration qui est un peu particulière. Il y a qu'un seul club qui joue la Coupe d'Europe dans cette rencontre encore aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement de matchs qu'il faudra donc prendre en compte. Et aussi sur lequel il faut vraiment aussi pas mal réfléchir pour pouvoir aussi gérer par rapport à ce qui s'est passé au match aller contre le Liverpool. Donc là, ça va être important parce qu'il y a quand même une bonne dynamique, mais après, il y a aussi l'enchaînement des rencontres. Donc, du coup, moi, je suis dans un état d'esprit où je suis attentif à l'état de forme des uns et des autres, notamment du côté du Real. Et après, du côté du FC Barcelone, il y a une série de victoires qui est quand même assez importante. Donc là, tout est réuni pour que, en fait, l'opposition soit, on va dire, sanglante. Alors,
François, là, je vais me tourner vers toi par rapport à ce que tu peux peut-être entendre du côté de l'Espagne. Qu'est-ce qui se passe concrètement du côté ibérique? Est-ce que on attend ce match comme peut-être à la sortie le futur champion de Liga? Parce qu'on l'a dit ici plusieurs fois, peut-être que l'Atlético n'a plus les armes pour continuer cette lutte. Est-ce que c'est ce ressenti qu'on a en Espagne? Est-ce que voilà, on voit comme vainqueur de ce match peut-être potentiellement le futur vainqueur de la Liga? Oui, potentiellement, ça peut être le vainqueur, s'il y a vainqueur. Parce que il y a, effectivement, on parle beaucoup du Classico, mais admettons qu'il y a un match nul et que le lendemain, l'Atlético, même sans Suárez ni Marcos Llorente gagne, peut-être que le momentum va rebasculer de nouveau. Avec un Atlético qui est complètement aux fraises depuis le début de l'année 2021, après une très très belle première partie de saison. Là, ce match-là, effectivement, si tu gagnes le Classico, moi je pense que le vainqueur du Classico va être champion. Ouais. S'il y a un vainqueur, bien sûr. A priori, parce que s'il y a un vainqueur, de ce que j'ai vu contre Valladolid avec le Barça, il valait mieux rater la première mi-temps contre Valladolid que faire la même mi-temps contre le Real, je pense, parce que ils sont passés très proches de la correctionnelle. Et après, le Real Madrid a quand même été assez impressionnant contre Liverpool en Champions, malgré l'absence de leur charnière. Donc, effectivement, mais tout, comme Anne l'a dit en conférence de presse, il y a encore beaucoup de matchs arrière. J'ai pas été ultra convaincu par son discours. En tout cas, ce qu'on est resté, il faut gagner le match, mais si on le gagne pas, il y a encore d'autres matchs pour être champion. Il y a encore du monde dans le calendrier du Barça, peut-être plus que chez les autres. Je pense que le calendrier le plus accessible, c'est peut-être l'Atlético, même si c'est un Atlético Barça. Mais sur la dynamique, Real Madrid, hein, quand il y a l'odeur du sang, quand même, le Real Madrid, ça fait mal. Hein. Ouais, c'est assez clinique dans ces moments-là. On l'a vu la saison dernière, le Real qui est le champion en titre et qui va avoir à cœur de garder sa couronne. Est-ce que aujourd'hui, Gilles Christ, tu peux dire que le Real a les armes vraiment pour garder sa couronne? C'est pas forcément quelque chose qu'on aurait pu dire, par exemple, au niveau du mois de janvier, où on avait quelques doutes au niveau de l'équipe de Zidane. Mais aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? Un peu comme le Barça, qui revient de très loin avec son début de saison un peu catastrophique. Est-ce qu'aujourd'hui, la donne a changé côté madrilène? La donne, dans l'esprit de Zidane, je pense qu'elle n'a pas trop changé. Moi, c'est ce que je disais dans le podcast qu'on avait fait sur le grand derby de Madrid, au début du mois de mars. Il fallait que le Real tienne le coup sur ce mois de mars jusqu'à la trêve internationale pour arriver dans ce sprint final de voir ce qui va se passer. Donc que ce soit pour la Ligue des Champions et que ce soit aussi pour la Liga. À partir du moment où le Real restera au contact des équipes leaders que sont l'Atlético et aussi le FC Barcelone, le Real va se mettre dans un autre état d'esprit, dans un état d'esprit où effectivement il faudra tuer. Et donc là, tuer, c'est voilà, quand il y a cette odeur du sang, le Real est là, Zidane est là. Et là, on se rend compte de ça. L'Europe s'est rendu compte et se rappelle de nouveau que le Real Madrid est un grand club européen, chose que on avait oublié tout au long de cette saison, que ce soit sur les phases de poule de Ligue des Champions, sur le déroulé du championnat. On a parlé du mois de janvier qui a été aussi catastrophique d'une certaine manière, et où on se disait que c'était les chances du Real Madrid en Liga étaient mortes et enterrées. Mais à partir du moment où moi j'avais dit il faut pas perdre contre l'Atlético, qu'il faut continuer à gagner les matchs jusqu'à la trêve internationale, et que là aujourd'hui on gagne le match aller contre Liverpool et on se met dans ce classico où effectivement, donc dans le calendrier, j'avais noté ça depuis le mois de février. À partir du moment où il y aura ce match-là, ça déterminera si le Real est champion. On arrive dans cette finale du championnat d'Espagne. Et maintenant, il reste à montrer qu'on est au rendez-vous, comme ça a été le cas sur cette semaine. C'est intéressant ce que tu viens de dire là, parce que tu viens de parler de finale. Donc du coup, tu exclus l'Atlético de la course. Ah, carrément. Parce que vous savez, l'Atlético est une équipe qui peut bien jouer, avoir des performances, enchaîner les victoires, mais il y a toujours cette idée du complexe vis-à-vis du Real Madrid. À partir du moment où tu sens
qu'on est dans le rétroviseur, ça commence à devenir compliqué, ça se crispe. Même s'ils n'ont pas la même s'ils ont pas la Coupe d'Europe, même si voilà, donc le calendrier peut être peut-être un petit peu plus dégagé. Il y a cette crispation qui va arriver, et surtout il y aura aussi une confrontation contre donc un adversaire direct qu'est le Barça au mois de mai. Et là, oui, moi je dis que clairement c'est le Barça qui est notre adversaire direct. Après, l'Atlético est encore là, mais bon, la dynamique fait que on les sent pas, on les sent moins. Ah, mais c'est vrai ce que tu dis. Quand tu prends le Simeone, on constate qu'il y a il y a une évolution dans son jeu en début de saison, quelque chose de tout à fait nouveau après des années de purge ultra défensive. Il y a cette modification à 3 derrière. C'est les positionnements de Llorente, Carrasco, l'influence de Trippier aussi qui a mis du temps à se mettre en route, mais qui a après enchaîné les passes décisives et les bonnes performances. Suarez qui est arrivé. Et là, on a l'impression que ça a pioché. Ils ont eu des blessés, des Covid, la suspension de Trippier qui est pareil sur son transfert. Et il essaie de faire une marche arrière pour revenir à ce qu'il faisait avant, pour se rassurer. Clairement. Et ça ne marche pas. Et en fait, c'est hyper rassurant. C'est-à-dire que tu as toujours le cliché sur Simeone, le mec ultra défensif et tout. Et c'est ultra rassurant de se dire qu'en 6 mois, il est passé à un truc beaucoup plus offensif, beaucoup plus intéressant. On va quand même rappeler qu'Atlético Madrid est quand même la deuxième attaque du championnat, à égalité avec le Real Madrid. Ce qui est pas, voilà, et la meilleure défense du championnat, toujours. Même si c'est moins fort qu'avant. Mais, il y a plus de marche arrière, Simeone. Et lui, il continue à s'enferrer dans un truc, en se rassurant parce que, finalement, il se rassure pas du tout, parce que il y a ce complexe, on a l'impression qu'il y a une sorte de complexe, le poupas, comme on appelle à Atlético de Madrid, qui fait qu'ils sont complètement au ralenti, alors qu'ils avaient peut-être continué sur cette dynamique-là, en disant, moi, même s'il nous manque des joueurs, on va continuer dans cette dynamique, comme ça, quand les joueurs vont revenir, on sera toujours dans les mêmes automatismes, dans le même style de jeu. Et là, ils sont complètement en train de patiner, ça a foiré contre Chelsea, notamment le match retour hyper décevant. Et derrière, t'as le Real Madrid qui revient avec encore son trio au milieu qui est juste au-dessus des étoiles, et le Barça qui, avec le grand retour de Messi, je pense qu'on en parlera plus tard, mais l'interview que donne Messi à Rubén Uría, et l'entrée de Laporta dans la course à la présidence, c'est ça qui change la saison du Barça complètement. Ouais. Moi, ce que je voudrais je voudrais ramener juste pour l'Atlético par rapport à ses rivaux, et je vous rejoins un petit peu là-dessus, c'est l'aspect mental. L'aspect mental, clairement, le Real Madrid et le Barça sont en train de se rassurer à mort. Et l'Atlético, je l'avais dit dans le précédent podcast avant le match contre Séville, et ça n'a pas raté puisque Séville a en plus gagné ce match-là. L'Atlético sont en train de sombrer. Alors je sais pas si ça coïncide vraiment avec ces matchs-là, mais les 2 matchs contre le Levante où ils reviennent avec 1 point, ensuite ils se cassent la gueule contre Chelsea, à nouveau au match retour, et depuis c'est une petite victoire contre Alaves, un match nul contre Getafe. C'est très voilà, l'Atlético n'est plus dedans moralement, et je pense que cette défaite contre Séville les met encore plus bas. Ce week-end, alors j'ai pas fait un topo des blessés, mais il me semble que Suarez est blessé. Voilà, il y a beaucoup d'absents côté Atlético Madrid. Le Betis Séville reste une équipe assez joueuse. Donc moi, je pense que même s'il y avait un match nul entre le Barça et le Real, ça serait pas forcément profitable à l'Atlético, parce que je ne vois pas forcément l'Atlético s'imposer, ou même en s'imposant moralement, à moins qu'ils sortent une masterclass. Je pense pas qu'ils vont énormément se rassurer. Alors moralement, voilà, j'aime pas enterrer les équipes, mais il est possible que effectivement le Barça et le Real soient dans un aspect de finale demain et sur la suite de la saison. Alors, on parlait tout à l'heure des dynamiques des 2 équipes. On a 2 équipes là aujourd'hui qui sont sur des dynamiques assez intéressantes. Le Barça, le Real tout d'abord, n'a pas perdu depuis le 30 janvier et une défaite face au Levante, 2-1. Et le FC Barcelone de son côté est aussi sur une très belle série de matchs sans défaite, puisque le Barça, je confonds les 2 équipes, n'a pas perdu en toute compétition confondue depuis le fameux 4-1 face au PSG le 16 février dernier. Donc ça fait quasiment 2 mois d'invincibilité pour le Barça. Là, Imad, concrètement, on va avoir une opposition avec 2 équipes qui sont très bien rodées sur cette fin de saison. Ah, clairement. Et justement, je l'ai dit en plus sur Twitter récemment, on n'a pas le meilleur Real ou le meilleur Barça des dernières saisons, mais c'est pourtant le Classico limite que j'attends le plus, parce que l'enjeu, la forme des 2 équipes, le mental des 2 équipes,
voilà, ça va être un classico vraiment très 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 intéressant demain. Que ce soit sur les individualités qui commencent à remonter, on voit du côté du Barça un Dembélé qui a repris confiance. Clément Lenglet a fait un bon match ce week-end contre Valladolid, donc on a des individualités qui reviennent, Messi évidemment, et du côté du Real Madrid, Benzema est super bon cette saison. On a eu un Vinicius qui s'est rassuré enfin sur son efficacité contre Liverpool, Asensio qui revient très bien aussi, donc franchement ça va être un classico super intéressant dans ce sens-là où tous les joueurs justement, certains joueurs qu'on critiquait ou qu'on pensait un peu plus faibles commencent à retrouver un très gros niveau et ça peut donner un très bon classico. Et comme au match aller, j'ai envie de dire, et même la pub Beansport le dit ces derniers temps, c'est vrai que c'est des classicos qui se jouent à des détails. Voilà, le match aller, c'était assez équilibré. Il y a eu un penalty pour le Real Madrid. Derrière, le Barça a perdu pied et c'est perdu en 3-1. Peut-être qu'à un moment, le Barça aurait pu gagner ce match. Voilà, donc demain, je pense que ça va jouer également sur 2-3 actions clés dans le match. Et non, ça peut donner un match très très intéressant, je pense. Et concrètement aussi, voilà, côté Real, on a cette belle dynamique en ce moment, Gilles Christ. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement depuis, tu l'as dit, cette fameuse période de janvier où le Real Madrid, et on en avait d'ailleurs parlé ensemble, le Real était vraiment pas bon, on va dire les mots, hein, le Real n'était pas bon du tout. On avait même quelques doutes sur la potentielle influence que pouvait avoir Zidane sur cet effectif-là. Moi, je pensais personnellement qu'il pouvait avoir montré un petit peu ses limites du côté du banc madrilène. Est-ce qu'aujourd'hui, les cartes sont un peu rebattues pour le coach français? Non, mais je pense pas que ce soit rebattu parce que je pense que Zidane a une approche qui est très simple par rapport aux rencontres. Quand il faut chercher à se rassurer et qu'il faut concerner un nombre limité de joueurs pour pouvoir produire des performances, il est capable justement de pouvoir tirer le meilleur de son effectif et c'est revenu progressivement avec certains joueurs qui étaient absents qui sont revenus progressivement. Il commence aussi à avoir un début de rotation sur les matchs de Ligue 1. On a vu contre Eibar qu'on a commencé à réimpliquer des joueurs comme Isco, par exemple. Isco qui était dans un état, on va pas rappeler cet hiver, on va dire à la limite de ce qui était acceptable. Mais voilà, le Real Madrid, on l'avait vu contre l'Atlético, c'était pas une bonne équipe et cette équipe-là était attendue pour qu'elle perde contre l'Atlético. Et pourtant, elle ne perd pas. Et moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit que voilà, il reste 3 semaines avant la trêve internationale. Enfin, il reste 3 matchs avant la trêve internationale, en Ligue des Champions, en Liga. Il faut les enchaîner et prendre les points. Donc, ça a été, comme fait par exemple notre ami Simone, donc dans un certain passé, le partido à partido. Et là, quand on a vu que ça portait ses fruits, qu'il y a eu la trêve internationale, qu'il a fallu, donc qu'on a eu la chance aussi, il faut le dire, d'avoir Kroos qui est rentré, on va dire prématurément de stage en sélection, qu'il y a pas mal de titulaires qui étaient aussi présents lors de cette pause internationale. Ça a permis de remobiliser tout le monde, de reconcerner tout le monde et à partir de ce moment-là, là, on commence à voir à partir du mois d'avril, qui est le mois des vérités dans le football, comme le printemps, une équipe qui recommence à montrer une certaine cohérence dans déjà la personnalité, dans le style de jeu, et comme disait François Miguel tout à l'heure, le milieu de terrain qui reprend la main sur les opérations, et ça donne des performances aussi qui sont intéressantes comme on a pu voir contre Liverpool. Et oui, concrètement, là, oui, voilà, on voit un Real un peu métamorphosé depuis quelques mois. Alors, tout à l'heure, François, avant qu'on rentre un peu plus dans le match, tu parlais d'un entretien que Messi a eu il y a quelques jours de ça. Concrètement, qu'est-ce qui s'est dit et qu'est-ce que ça nous apporte comme information sur ce que fait le Barça actuellement, ce qu'est devenu le Barça depuis quelques mois, depuis notamment la nomination de Laporta? Déjà, on va pas revenir sur tout l'épisode du bureau fax et le vrai faux départ et voilà. Mais quand Messi donne cette interview à Ruben Olia, déjà, Ruben Olia est un journaliste, un des meilleurs d'Espagne, soyons très clairs.
et il n'a jamais caché sa préférence pour l'Atlético de Madrid. C'est un supporter colchonero, et voilà. En Espagne, ça pose aucun problème et personne ne doute de l'objectivité de Rubén Uria. Et ça fait définitivement le lit de Bartomeu. Et en sortant du bois, Messi déjà, il le fait parce que Laporta va y aller et que je pense que c'est quelque chose de fondamental dans peut-être le futur proche de Messi. D'ailleurs, Messi est allé voter. C'est la première fois qu'il est allé voter pour des élections. Ouais. Faut dire à quel point le moment est important. Et beaucoup de joueurs y sont allés, même d'anciens joueurs y sont allés. Notamment, il y avait Bojan Krikic qui était allé. Donc le moment est très important. Je pense que ça vraiment ça a été un point d'inflexion dans la saison du Barça et aussi dans la saison de Messi. Voilà, on va rien inventer, on va pas quand Messi va bien, fatalement t'as quand même le facteur X voilà, qui est là à tous les matchs. Il y a énormément de matchs où il a été ensuite il y a eu les victoires à l'arraché du Barça, notamment en coupe contre Grenade où ils perdent 2-0, puis ils se qualifient en prolongation. Le match contre Séville où Ter Stegen sort un penalty d'Ocampos au match retour, Piqué marque à la 89e et il passe alors qu'ils se font transpercer au match aller. Il y a des moments comme ça dans la saison. Voilà, moi je suis pas un grand fan de Koeman. Très clairement, ça m'a coûté quelques inimitiés sur Twitter. Parce qu'apparemment mon avis compte pour beaucoup de monde, c'est fabuleux. Mais voilà, c'est absolument pas. Oh, parfois tu peux être très étonné là-dessus. Hein. Tu peux sortir n'importe quel avis, tu verras que tu comptes beaucoup. Ouais, j'avais un peu cherché les problèmes. Mais je trouve que ça peut être un très bon manager, Koeman, en l'espèce. Je demande encore à voir, justement dans un gros match comme celui-là, parce que jusqu'à présent le Barça a pas été dans les gros matchs cette saison contre le top niveau, n'a pas été toujours très très bon, perdu contre le Real Madrid à l'aller, perdu contre Atlético de Madrid à l'aller, perdu contre Séville notamment en coupe, voilà, contre le PSG évidemment. Après c'était dans une période de base justement. Comment ? Je disais, c'était dans notre période de basse, justement, le Barça se cherchait encore à cette époque. Enfin, après, c'est pas pour trouver des excuses, mais depuis que le Barça est sur une bonne dynamique, s'est trouvé, le match contre le PSG, on le gagne pas, mais on fait quand même, Navas sort 9 arrêts, donc c'était quand même un très gros match contre le PSG qu'on fait. Et maintenant, comme tu as dit aussi, on va voir ce que ça va donner. À présent qu'on est dans une bonne dynamique, ces matchs contre le Real Atlético. Mais c'est vrai que depuis qu'on est dans une bonne dynamique, pour moi, il y a eu 2 Barça cette saison et j'aimerais bien voir le Barça dans cette bonne dynamique contre les gros clubs. Je pense pas que, après, donc, justement, l'avenir nous le dira, mais je ne pense pas que, avec cet état d'esprit actuel, on aurait eu forcément peut-être les mêmes résultats en début de saison. Ça, on ne le saura jamais. Ouais, c'est certain, mais Koeman aussi part sur une idée qu'il faut jouer avec 2 joueurs devant la défense. Une sorte de double pivot qui ne fonctionne pas du tout, oui, parce qu'il veut absolument mettre Coutinho coûte que coûte. Et en fait, la blessure de Coutinho le force à remettre une équipe un peu plus traditionnelle avec Busquets qui a été beaucoup critiqué voire enterré, mais Busquets reste Busquets, c'est-à-dire que même si il est à 50%, ça reste un joueur au-dessus de la moyenne. Voilà, c'est un joueur très très important. Et puis après il y a le retour de la grande connexion Messi-Alba. Donc en fait on est revenu, je sais que le moment est assez euphorique pour pas mal de supporters du Barça, mais moi je trouve qu'on revient beaucoup à ce qui a fait le Barça des dernières années, c'est-à-dire s'en remettre beaucoup à cette connexion Messi-Alba. Alors effectivement, il y a Dembélé qui là, pour le coup, je pense que c'est vraiment quelque chose que Koeman a réussi à faire, qui est vraiment monumental. Là, je trouve que je suis plus impressionné par la victoire contre Valladolid après un match dégueulasse que par rapport au 6-1 de la Real Sociedad. C'est-à-dire que cette victoire-là, ça montre qu'il y a un truc dans cette équipe. C'est cette victoire à la 89e à l'arrache qui a du caractère. Après, il y a aussi l'expulsion d'Oscar Plano qui a quand même bousillé le Valladolid. Alors pour moi, il y a l'expulsion parce que ça a beaucoup discuté en Espagne. Le maire de Valladolid s'y est mis, machin et tout. Bon, voilà. Quand les supporters du Real, il y a des supporters du Real qui s'y sont mis aussi, mais contre Valladolid, il y a eu aussi une sorte de penalty avec Casemiro et tout. Donc bon, bref, Gilles Christ s'en rappelle souvent. Mais voilà. Donc là, ça va être aussi un grand moment pour le Barça. Dans une bonne dynamique, sachant aussi que contre Paris au Camp Nou, ils sont passés au travers, ils en ont pris 4 et voilà. Donc malgré le match retour qui a un peu fait oublier le 4-1, le match qu'il fallait gagner c'était le match aller et ils se sont fait transpercer. Et tu parlais en plus de gros matchs que le Barça a un peu chié. Quand tu regardes la saison du Real, dans les gros matchs, ça perd
pas beaucoup de points. Et est-ce que justement, voilà, ce genre de match, Gilles Christ, dans le sens où cette saison, on peut regarder, même si voilà, il y a eu un nul récemment contre l'Atlético, les gros matchs cette saison, et le premier Classico de la saison a été en faveur du Real. Est-ce que avoir gagné ce genre de gros match cette saison, avoir été assez régulier sur les grosses confrontations, c'est un plus pour cette rencontre? Évidemment, parce que ça donne une indication de ce qui pourrait se passer dans le match de demain. Parce que on attendait le Real aller sur des grosses rencontres entre guillemets. Donc c'était déjà le premier classico du match aller où il y avait des équipes sinistrées dans cette rencontre. Et du coup, c'était la moins sinistrée qu'il a emporté. Après, il y avait aussi en Ligue des Champions, par exemple contre l'Inter, où il a fallu montrer de la personnalité. Pareil contre Mönchengladbach, où c'était un match à qui tout double. Là, encore une fois, cette équipe-là a montré du caractère. Elle n'a pas perdu contre l'Atlético, elle a gagné aussi au match aller contre l'Atlético. Après, je sais plus comment c'est pour cette année, mais en termes de différence de but particulière, est-ce que ce sera toujours le cas cette saison en cas d'égalité? Ouais, parce que j'avais vu certaines choses, on commençait à dire que oui, là c'était qu'on allait prendre en compte que la différence de but, le nombre de buts marqués, puis ensuite la différence de but particulière. Mais si la différence de but particulière compte, effectivement, donc là on a un certain avantage. Donc du coup même un résultat nul demain serait un entre guillemets bon résultat dans le cas où on arrivera à égalité puisqu'on aura pris 4 points contre le Barça. Et on aura pris aussi également 4 points contre l'Atlético, ce qui n'est pas négligeable. Mais ça montre que dans ce type de rencontre, quand c'est les moments de vérité, les moments où ça chauffe, le Real Madrid est toujours là. Et parce que les joueurs savent porter le costume des grands rendez-vous assez régulièrement cette saison. Ça a été aussi le cas sur la saison dernière où il a fallu jouer 10 finales qui ont été bien gérées pour être champion. Maintenant, voilà, là on est sur quelque chose où on est revenu à une saison qui est un petit peu plus normale et le mois d'avril, j'insiste encore dessus, c'est le mois où on doit voir qui est qui. Et si le résultat est positif demain, donc là au moment où nous on enregistre, mais pour samedi pour le Classico, on aura donc une indication sur comment le Real finira la saison, clairement. Alors, en parlant de ce match justement, on évoquait un petit peu les absents. Donc côté Real justement, Gilles Christ, on a du Ramos, on a du Varane qui est incertain, Carvajal l'est également. D'ailleurs Varane semble forfait définitivement, il me semble. Donc on se dirige vers une défense Nacho-Militao. Ça fait peur un peu, non, de voir cette défense-là? Les 2 dernières fois qu'on les a vus alignés, ça s'est plutôt bien passé. Oui, contre Liverpool, c'est vrai que ça s'est bien passé. Contre Liverpool, contre Eibar, où c'était une défense à 3, donc ça veut dire qu'il y a même de la variété tactique aussi dans l'appréhension des matchs de Zidane, ce qui m'impressionne aujourd'hui, puisque je ne m'attendais pas à ça de sa part. Là, c'est vrai que là, on joue contre Lionel Messi, parce que on va se dire la vérité. Au-delà de ça, je me sens pas mis en difficulté par les joueurs du FC Barcelone contre Lionel Messi. La prise de profondeur de Dembélé quand même peut faire mal. Il a fait mal contre le PSG aussi. Ah, mais après, c'est différent en termes de configuration. On pouvait parler de la même chose pour, par exemple, Liverpool et sa capacité justement donc c'est comme ça qu'ils ont battu Leipzig au tour d'avant. Et ils n'ont pas réussi à le reproduire contre le Real, le Real au match aller. Donc voilà, je pense que pour Nacho Militao, ça va être aussi encore un autre baptême du feu. J'ai confiance en Nacho, je l'ai toujours dit, quel que soit le moment dans la saison par rapport à ce type de joueurs. Ce sont des joueurs loyaux et qui ont toujours servi les intérêts du Real avec les moyens qu'ils ont à disposition. Militao est un peu plus attendu. Il a fait je pense, sa meilleure rencontre de la saison contre Liverpool. Je pense que le fait qu'il soit réimpliqué dans cette rotation qu'il y a, parce qu'il y a des absents, il y a des suspendus, des blessés, lui donne une carte à jouer. Et ça, rappelez-vous, il y avait eu aussi un petit peu la même chose sur le replay de la saison de 2020, où sur certains matchs, il a fait des très belles rencontres.
notamment je crois à Bilbao, où voilà, donc il a montré vraiment de la personnalité. Il est capable sur des rencontres comme ça, ou quand il a la pleine confiance de l'entraîneur de pouvoir sortir des rencontres. Pourquoi pas pour le Classico. Donc la défense n'est pas absente, les titulaires. Mais bon, aujourd'hui, on a réussi à s'habituer au fait qu'on peut faire abstraction de tout ça. Alors côté absent catalan, on a aussi trois personnes, donc 2 forfaits, Coutinho et Ansu Fati, et Neto qui est lui incertain, mais bon ça c'est pas une absence très importante en soi pour Neto. Peut-être même Coutinho, tu me diras, mais oui, c'est clair. Après des absents surtout depuis longtemps. Ouais, voilà. Mais bon, sinon sur les joueurs du moment, il y a pas d'absent côté catalan. Un 3-4-3 qui risque d'être reconduit comme depuis maintenant quelques mois, puisque c'est une formule qui a l'air de marcher pour Koeman, avec Ter Stegen, De Jong, Langlais, Piqué derrière, Alba et Dest sur les côtés, Pedri, Busquets au milieu, Dembélé, Messi, Griezmann pour le trio d'attaque. C'est une compo forcément qui peut faire très mal au Real. Oui, alors c'est surtout Mingueza qui est derrière en ce moment, vu que Piqué est incertain souvent voilà, ces derniers matchs. Mais en fait, j'aime beaucoup cette compo actuellement. Moi, je la reconduirai pas forcément l'année prochaine, mais ça, c'est un autre débat. Actuellement, quand elle marche bien, cette compo, oui, elle fait du bien. Le seul bémol, et c'est personnel, mais pour moi, De Jong doit jouer plus haut. J'aime pas avoir De Jong défenseur central. Il arrive à faire le travail, mais on n'exploite tellement pas ses qualités parce que quand il joue milieu de terrain et qu'il peut se projeter vers l'avant, faire des appels vers l'avant, il fait excessivement mal. Il arrive limite des fois à combler ce manque de neuf dans certains appels pour permettre à Dembélé de jouer sur un côté. D'ailleurs, on l'a vu contre Valladolid, dès que Dembélé a pu repasser sur un côté, il a fait excessivement mal. Donc moi, De Jong, c'est une arme que je préfère avoir au milieu, mais bon, en l'état, avec tous les blessés qu'on a et la dynamique qu'on a, moi, ça ne me dérange pas de voir De Jong. Juste, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du caractère. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas été très brillant contre les grosses équipes cette saison. Après, ce que j'ai énormément aimé cette saison dans cette équipe en termes de caractère, c'était surtout comme on l'a dit, ces victoires à l'arraché. On les a très peu vues ces dernières saisons du côté du Barça, justement, mentalement. Là, c'est des victoires à l'arraché et pas des hold-up. Donc, c'est vraiment qu'on pousse. Voilà, Grenade, Séville. Là, on est allé chercher contre Valladolid, contre le Betis Séville, Trincao, qui n'avait jamais marqué, nous met une lucarne magnifique qui nous donne la victoire. Donc, cette équipe arrive à avoir du caractère quand même, et je pense que bien qu'elle n'ait pas gagné contre des grosses équipes cette saison, elle pourra être au rendez-vous demain, justement contre le Classico. Moi, encore une fois, on vous donnera nos pronostics tout à l'heure, mais je peux pas enterrer le Barça juste parce que le Real Madrid est sur une bonne dynamique et a gagné contre les favoris. Quand on voit les derniers Classicos, les dernières saisons, je le répète, voilà, il y a la saison où le Real Madrid gagne sa 2e Ligue des Champions en 2017, il terrasse tout le monde. Et au caractère, le Barça va gagner 3-2 à Madrid avec, voilà, on se rappelle de ce but et la célébration de Messi à la fin. Mais personne donnait gagnant. Le Barça et beaucoup de Barcelonais dans la communauté, juste avant le match, avaient très peur de ce match-là. Donc, c'est possible que demain, il y ait un gros réveil du Barça, des joueurs qui sont concernés. On n'a plus que ça à jouer avec la finale de Coupe d'Espagne. Comme on l'a dit tout à l'heure avec la dynamique de Laporta qui vient d'arriver, Messi qui est sur une très grosse forme, je pense qu'on devrait voir un Barça différent de ce qu'on a vu contre Valladolid, enfin en tout cas je l'espère aussi. Et oui, cette formation, si Dest et Alba sont dans un bon jour, ils peuvent faire très mal. Ouais, alors moi je sais pas toi François, mais ils m'ont donné envie de regarder ce petit match de district là, ça donne envie, on a envie de le regarder. Alors avant qu'on passe au pari avec Betclic, François, moi j'aurais aimé avoir ton avis sur, pour toi, est-ce qu'il y a concrètement un favori qui se dégage et quelle sera la clé pour déboucher un petit peu cette rencontre? Favori jamais, parce que ça reste... c'est un peu système de conférence de presse là. Ça reste une finale, ça reste un match. Voilà. La langue de bois. La langue de bois. Non, mais c'est vrai, comme il m'a dit. Moi, je suis pas un gros fan de Jong aussi bas. Est-ce qu'il va jouer à 3 ou à 4 parce qu'il commence à avoir c'est encore en train de revenir au niveau des centraux. Ça serait 3. Ça serait 3 visiblement. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. Mais t'as Mingueza, tu as Piqué, tu as Araujo qui est revenu justement, qui était décisif contre Valladolid. Est-ce que tu vas te priver de Jong
au milieu pour faire une défense à 3, sachant qu'en face, tu as un milieu destructeur qui peut, qui fonctionne très bien avec un Ferland Mendy qui limite joue intérieur maintenant, il joue à l'intérieur gauche à certains moments en phase offensive. Voilà, est-ce que tu prends ce risque? Je sais pas, peut-être que la sécurité serait passée à 4. Si tu fais monter De Jong, tu te prives aussi peut-être d'un joueur comme Pedri au milieu de terrain qui est pour moi très important cette saison. Après c'est des choix à faire, bien sûr, mais la dispo comme elle est comme ça. Alors oui, certes, De Jong défenseur central, c'est peut-être un peu le brider et se priver un petit peu de ses talents au milieu de terrain, mais aujourd'hui, je trouve que la mécanique roule bien comme ça, donc pourquoi forcément changer et pourquoi vouloir toujours s'adapter en fonction du rendez-vous. Pour moi, tant que la mécanique roule bien, je vois pas forcément l'intérêt d'en changer. Après, on est passé à une défense à 4 deuxième période contre Valladolid. Oui, ça n'allait pas, justement, on est vite repassé à 4 et personnellement, j'ai beaucoup plus aimé De Jong dans cette partition. Je rebondis vite fait sur ce que tu disais avec la formation. En soi, mettre De Jong plus haut, ça ne bougera pas Pedri puisque on ferait un 4-3-3 avec juste Alba et Dest qui seront un peu plus bas. Oui, tu restes pas à 3 derrière si tu fais monter De Jong, quoi. Voilà, mais ça nous priverait d'un ailier puisque on remettrait Griezmann sur un côté. Enfin voilà, c'est vrai que ça perturbe un petit peu. Le 11 de départ serait, les joueurs sur la feuille de match ne changeraient pas beaucoup, mais ça change beaucoup la formation. Alors c'est vrai, voilà, soit on se prive d'un De Jong au milieu de terrain qui peut apporter offensivement, soit on se prive des montées d'Alba et Dest qui peuvent faire très mal aussi. Donc c'est un parti pris. À voir ce que Coman choisira. Oui, à voir aussi comment on va jouer Dest, parce que en face de lui, il risque d'avoir Mendy et Vinicius. Défensivement, ça va être compliqué. Si en plus tu as Piqué qui revient, et la dernière fois qu'il est revenu, il s'est reblessé. Voilà, ce côté droit barcelonais pose question. Si tu mets, après c'est sûr avec De Jong, t'as un meilleur relanceur, ça c'est certain. Mais après, est-ce que tu te dis, est-ce que je mets Dest aussi haut? Ça va être, c'est largement discutable. Donc, puis en plus, comme tu l'as dit, que le match contre Valladolid, deuxième mi-temps est passé à 4 et il valait mieux passer à 4 parce que même avec 14 absents, parce qu'il y avait des Covid, des blessés, etc., Valladolid a quand même touché le poteau par Codro, qui a fait le match de sa vie, alors qu'il c'est pas le titulaire à Valladolid. Marcos André a fini le match et normalement c'est Weissmann. Ils ont vraiment été mis en difficulté sur contre-attaque. Il fallait mieux rater la première mi-temps contre Valladolid parce que si tu fais la même première mi-temps en 3-4-3 contre le Real Madrid, à la mi-temps, t'en as 2 ou 3 au fond. Faut pas. Donc est-ce que Coman prend le risque de prendre des contres comme ça, sachant la qualité de passe de Toni Kroos et Luka Modric qui ont fait 2-3 trucs contre Liverpool. Je suis pas sûr, sachant en plus que Vinicius Junior maintenant apparemment il a réglé la mire. Donc et que t'as Asensio qui revient très loin. À confirmer pour Vinicius quand même. Évidemment, mais ce sont des joueurs qui sont des joueurs aussi déstabilisants. Donc est-ce que comment tu agis par rapport à ça? Ça c'est une belle opposition de style et les choix. Et finalement on a plus de doutes sur les choix que va pouvoir mettre Koeman, c'est une défense à 3, défense à 4, s'il montre De Jong pour faire jouer avec Busquets et Pedri, que sur le Real Madrid, à qui manque la charnière titulaire. Et finalement, les questions sont plus sur le Barça que sur le Real Madrid, alors que il te manque Ramos et Varane quand même, c'est pas rien. Oui, en effet, il va y avoir des absents de toute façon des deux côtés, donc forcément, il va y avoir certains manques et il va falloir faire des choix, que ce soit côté madrilène ou côté Blaugrana. On va passer, messieurs, tout doucement. On va basculer vers les paris avec nos partenaires BetClick. Donc, forcément, on va vous faire gagner 20 € de free bet sur cette rencontre, comme toutes les rencontres du week-end qu'on traite pour vous. Donc, il y aura 20 € à gagner le jour du match, donc dès aujourd'hui d'ailleurs, puisque le podcast sort le jour du match. Donc, on vous fera gagner 20 € sur cette rencontre et n'oubliez pas, si vous n'avez pas de compte BetClick, de vous inscrire avec notre code temps additionnel. Donc, pour cette rencontre, vous avez tous été très inventifs, messieurs, et très différents dans vos choix. Alors, les supporters ont laissé parler leur cœur. Gilles Christ, victoire du Real, forcément. Une victoire du Real de son côté à 2,95. La victoire du Real Madrid de Zidane. Pourquoi ? Oui. Encore une fois, si on vient au mois d'avril pour être dans le coup, c'est pour pouvoir
concrétiser. C'est pas pour regarder regarder le spectacle produit par les autres. Nous sommes acteurs de notre destin, et ce destin-là, il passe par une victoire. Et c'est ça aussi qui va être fondateur et qui va être une date qui va marquer la saison du Real, pour dire si le Real termine premier en fin de saison, eh ben ça s'est joué à tel moment. On est dans ce moment clé. C'est pour ça que c'est un pronostic, mais c'est surtout un souhait. Et j'ai envie de dire pour ces garçons-là, c'est un devoir. Donc de garder ce titre, ça fait longtemps qu'on n'a pas gardé un titre après avoir été champion. Ça remonte à plus de maintenant 13 ans. Donc là, c'est le moment de montrer que oui, on est capable de pouvoir regarder la couronne, et aussi de préparer Anfield avec encore de la sérénité. Et de la confiance surtout. De la confiance. Bien évidemment. Alors tu te doutes bien qu'Imad n'a pas choisi le Real Madrid. Imad pronostique bien sûr une victoire du Barça côté à 2,30. C'est pas ce qu'il disait en antenne. C'est vrai, hors antenne, parce que bon, vous le savez, hein, j'avais une pression. Vous le savez, Gilles Christ est notre boss à tous, hein, du côté de Sports Content, et il lui a mis une petite pression, voilà, tout simplement. Mais je n'ai pas mouché, j'ai quand même pronostiqué le Barça. Il a quand même pronostiqué. Il aura pas son chèque à la fin du mois, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Non, oui, victoire du Barça, donc forcément, selon les bookmakers d'ailleurs, le Barça est favori de cette rencontre, ce qui est pas forcément évident, mais voilà, ton choix et le Barça du coup. Oui, et ce qui est très drôle, c'est que je pourrais sortir les arguments qu'on a dit pour le Real Madrid, pareil pour le Barça. Donc, ça montre à quel point cette rencontre va être incroyable. Mais oui, l'enjeu est tel. Moi, je pense que on a passé une semaine où on n'a pas eu de Ligue des Champions, nous, donc une semaine à se préparer, à être focus sur ce Classico, qui est un tournant pour nous aussi. En dehors de la finale de la Copa del Rey, c'est le moment pour nous de prendre les 3 points. Espérant un faux pas de l'Atlético et aller les cueillir pour une finale au mois de mai. Donc ouais. Voilà, exactement. C'est vraiment un préparatif dans notre tête. On ne doit pas perdre ce match en fait. L'enjeu est vraiment trop grand pour nous. Voilà, je pense que le Barça en Classico, bon, c'est les derniers Classicos, c'est vrai. Sur les 3 derniers Classicos, pas de victoire, ouais. Le Real a gagné les 2 derniers. Il y avait eu un match nul avant, mais 3 Classicos depuis 2019, le Barça a pas gagné. Ouais. Exactement. Et avant, on était sur une série de 7 Classicos sans défaite. Donc, je pense qu'on aura à cœur de gagner ce match-là. Le match à l'extérieur, bon, même si c'est pas le Bernabéu cette fois-ci, mais les matchs à Madrid nous réussissent plutôt bien ces dernières années, surtout à Messi. Je pense que Messi, ce sera aussi pour lui l'occasion de vraiment ressortir un très gros match contre une grosse équipe. Voilà, je pense que c'est vrai que je laisse mon cœur de supporter parler, mais objectivement, des deux côtés, que ce soit les Madrilènes pour le Real Madrid ou le Barça pour les Blaugrana pour le Barça, des deux côtés, c'est logique de donner son équipe gagnant au vu des enjeux, au vu des formes du moment. Donc voilà, on verra bien ce qui se passera lors de ce match, mais moi, j'ose espérer aussi une victoire du Barça. Alors, François Miguel veut pas forcément que cette dynamique négative lors des Classicos se stoppe pour vous, puisqu'il pronostique un match nul à 3,80. Donc, oui, tu vois pas de vainqueur, toi, du coup, là, François. Bah, je suis très courageux, hein, donc je prends pas de risque. Non, mais au moins, avec ce résultat, ça nous tient en haleine pour la course pour le titre, forcément. Exactement. Et puis moi, j'ai joué Militao comme buteur, donc moi, je cherche que les soins. Oui. Alors, on va en parler du Militao buteur, parce que c'est avec la cote buteur et grosse cote de François Miguel, puisqu'il pronostique un Militao à 14. Donc, je suis pas un gros fan des paris sportifs, donc je joue la cote à chaque fois. Et donc, mais je me dis toujours qu'il y a un facteur X dans le match. Ça peut être Mariano aussi, par exemple. Mais non, après, ça va être. Est-ce que si t'as un partout, c'est vrai que ça peut te. Est-ce que ce statu quo là peut relancer aussi un final à 3, sachant qu'après il y a des calendriers qui sont assez relevés pour le Real Madrid et pour le Barça, et je trouve un peu moins pour Atlético, qui va quand même jouer pas mal d'équipes de bas de tableau. Hormis le Barça, bien sûr, mais après. Le Barça, évidemment, je crois qu'il y a la Real Sociedad encore à jouer, mais il y a Huesca, il y a Eibar, il y a Elche, il y a ce genre de club. Donc si ça va, après il faut battre le Betis. Mais si jamais il y a match nul là et que le lendemain ils battent le Betis, tu repars avec plus de 3 points d'écart. Donc ça peut
ça peut tout changer, tu peux arriver avec un final complètement dingue, avec une autre finale, le Barça Atlético quelques semaines plus tard. Donc on va dire qu'on va jouer le suspense et je me mets mal avec aucun des trois clubs, trois supporters, trois clubs, trois membres des non mais moi, je dis, j'ai ça avec Valence, débrouillez-vous quoi. en tant que rédacteur de Fourier Liga, t'es obligé de faire du bien à toutes les communautés, sinon ça va pas le faire. Oui. Alors, ouais, mais bon, en ce moment, c'est compliqué avec un certain club catalan, mais ça va, on se débrouille. Ah oui, bon, on n'en dira pas plus, on sait de qui tu parles. Alors, tu parlais de Militao, bon, on va pas forcément revenir dessus, c'est vraiment la cote fun, cote à 14. Les gars, sinon, vous avez tous les deux mis aussi Gilles Christ et Imad un buteur. Alors, toi, Gilles Christ, c'est Benzema, 2-0-2. Concrètement, l'homme qui représente la saison du Real. Ou le renouveau, du moins, du Real. Ouais, du coup, c'est le rayon de soleil de la saison, la constante également, hein, qui est présente chez ce garçon. Et surtout, voilà quoi, c'est l'homme qui fait des miracles, c'est l'homme qui à chaque fois nous donne la victoire, fait gagner aussi, fait jouer et gagner ses équipes. Il a pas eu l'occasion de donner sa pleine mesure contre Liverpool. Je pense que voilà, il aime aussi voilà ce genre de rendez-vous pour rappeler au bon souvenir de tout le monde qui il est. Je pense qu'il a plus à le montrer, a plus à le démontrer, comme voilà donc d'autres aussi en face. Et c'est voilà donc du coup c'est on va dire c'est la sécurité de s'il y a des buts de voir Karim buteur. Ouais, Karim Benzema, ouais, 2-0-2. Elle est pas très haute la cote, mais comme tu l'as dit, c'est plus ou moins la sécurité. Sinon, on a aussi de ton côté Imad Ousmane Dembélé, pardon, à 3,47. Oui. Bah écoute, après le match qu'il a fait contre Valladolid, très intéressant, à retrouver le chemin des filets, moi je me dis pourquoi pas. Voilà, Dembélé, euh, bien que on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que Militao et Nacho ont bien géré le match contre Liverpool, mais j'ai trouvé dans l'ensemble un Real Madrid dominateur. Je pense que si le Barça est dominateur, on peut faire très mal si on a la balle, comme on l'a fait contre le PSG. Bon après, je pense pas que le Real Madrid reculera comme l'a fait le PSG dans ce match retour. Mais sur quelques prises de profondeur, Dembélé peut faire mal, je pense à la défense madrilène, et marquer son but qu'il mérite. Donc voilà, moi je vois Dembélé buteur. Je peux enchaîner sur ma grosse cote? Ouais, tu étais sur des buteurs de toute façon. Voilà. Donc tu vois Benzema et Messi marquer tous les deux à 4-10. Bah oui, donc moi je cherche une grosse cote, je vois cette cote et ça me paraît être la grosse cote entre guillemets la plus abordable. Messi et Benzema buteur dans un même match, voilà comme on l'a dit avec pour Benzema cette saison, à chaque gros rendez-vous, à chaque fois que le Real Madrid est mal, c'est lui qui vient sauver l'équipe, c'est lui qui vient marquer. Donc moi ça ne m'étonnerait pas de le voir marquer encore demain comme contre l'Atlético Madrid où il sauve le Real Madrid. De l'autre côté, Messi, à part le match contre Valladolid, j'ai vu une statistique folle. Alors, j'ai plus exactement le nombre en tête, mais sur une série très longue où à chaque match, il a été décisif, soit par une passe décisive, soit par un but. On connaît son amour pour les classicos, donc moi, je le vois bien marqué également. Et donc, Benzema et Messi buteurs sur un même match, pour moi, ça devrait, C'est une belle assurance ça vie. pourrait très bien se voir. C'est une belle assurance vie. Moi, je pense, en tout cas, pour une grosse cote, à mon avis, c'est une sacrée assurance. Et puis de ton côté, Gilles Christ, ta grosse cote, c'est une victoire 2-1, score exact du Real, coté à 12. Donc c'est pas la plus grosse cote du coup de l'émission, mais ça reste une très belle cote. Ah, très belle cote. En plus, elle peut rassembler tout ce qui a été dit en termes de pronostics. Bien Un sûr. but de Militao, un but de Benzema, un but de Messi. Et après, à la fin, c'est moi qui ai raflé la mise, tu vois. Forcément. Donc, du coup, non, c'est pour ça que si je me dis qu'il y a une victoire, ce sera pas un match qui sera décousu, ce sera un match qui sera tendu, serré, où la différence se fera peut-être probablement en deuxième période. Et voilà, donc je pense que voilà 2-1, ça va être vraiment donc on va dire l'annonce voilà d'un combat et d'une concentration que l'on doit avoir du côté du Real Madrid. Déjà pour cette rencontre qui est très importante, voilà on parle de la Liga, mais aussi pour le match retour contre Liverpool parce que voilà 3-1 c'est pas forcément suffisant, on l'a vu maintenant ces dernières années en Ligue des Champions que rien n'est suffisant pour pouvoir se qualifier dès le match aller. Donc il faut une implication, une détermination pour pouvoir être à la fois performant et aussi
combatif tout au long de ces 90 minutes pour pouvoir préparer les 90 prochaines la semaine prochaine. Eh bien, on va finir sur ce pari osé de Gilles Christ sur ce score de buts à 1. J'aurais pu mettre hasard, hein, mais bon, j'ai pas envie de provoquer les gens. Il faut rester un minimum objectif, monsieur. Voilà. Alors bon, bah merci à vous trois d'être venus pour parler de cette rencontre. On a fait une grosse émission et ça valait le coup puisqu'on a forcément beaucoup à dire sur un classico. Donc merci Ima. Donc on va te retrouver bien sûr tout au long sur cette fin de saison avec nous dans temps additionnel. Même peut-être avec plaisir. Même peut-être un petit peu après, ton CDD sera certainement renouvelé, t'inquiète pas. Gilles Christ, qu'on peut bah écoute, on récompense. Gilles Christ qu'on peut retrouver donc bien sûr chez Esprit Madridista et aussi chez les Libéraux tout au long de la saison, et François Miguel qu'on retrouve bien sûr avec Fourier Liga pour de très très bons articles si vous voulez en savoir plus, vous documenter un petit peu notamment sur ce classico ou sur le foot espagnol en général. Il y a de très bons articles, n'hésitez pas à aller les consulter. En tout cas merci à vous trois messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast tout simplement pour une affiche européenne, dès lundi sur Twitch pour la review déjà de ce match, et puis on aura aussi la review du match entre Manchester United et Tottenham qu'on a fait aussi dans un autre podcast, je vous invite à aller l'écouter. Donc on se retrouve avec Temps Additionnel dès lundi sur Twitch. C'était Quentin de Temps Additionnel, salut à tous.